Trail de transhumance et voie commerciale depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge fit de ce chemin une voie pèlerine. Le camin de Saint-Guilhem permettait, dès le IXe siècle, de se rendre à l'abbaye de Gélone, y vénérer le tombeau de son fondateur, Guillaume d'Aquitaine, ainsi qu'un morceau de la vraie croix offerte par Charlemagne. Aujourd'hui, ce véritable trait d'union entre le Massif central et la Méditerranée permet aux randonneurs modernes de découvrir une incroyable variété de paysages. Quittant le plateau de l'Aubrac, le chemin franchit le Lot, puis traverse le Causse de Sauveterre. À Saint-Énimie, lieu de pèlerinage également, il croise le Tarn avant de grimper sur le Causse Méjean pour atteindre la Jonte à Merouès. Après avoir escaladé le massif de l'Égual, il dévale vers le Vigan, passe l'Ars et grimpe sur le Causse de Blandas. Puis il plonge dans le cirque de Navacelles, avant de remonter sur le Larzac. Enfin, il traverse la chaîne de la Séranne pour aboutir à Saint-Guilhem-le-Désert. Tout au long des 240 km, les gorges vertigineuses succèdent aux plateaux verdoyants, les rivières aux steppes, les forêts aux roches. Le granit, le schiste, le calcaire offrent leur palette de riches couleurs et les matériaux de construction. Villages, forteresses, églises, antiques voies pavées parlent d'histoire aux marcheurs qui mettent ses pas dans ceux qui l'ont précédé pendant plus d'un millénaire. Mon itinérance débute à Aumont-Aubrac, sur le chemin de Compostelle. Au sortir du bourg, le chemin s'élance sur le plateau de l'Aubrac, vaste table volcanique à 1200 mètres d'altitude moyenne. Les glaciers ont modelé son relief, creusant de larges vallons, parfois occupés par de petits lacs. D'innombrables ruisseaux irriguent les herbages. Une flore riche de plus de 12 000 espèces y prospère. Quelques villages et des centaines de burons émaillent ce paysage d'une beauté sauvage, lieu d'estive pour des milliers de bovins. En fin d'après-midi, j'arrive à Nasbinal, bourgade paisible la journée, mais qui s'anime en fin d'après-midi avec l'affluence des randonneurs en route pour Compostelle. Cette journée fut un enchantement. J'ai tout de suite retrouvé le plaisir simple de la marche, la jouissance de ne faire qu'un avec la nature environnante, le confort simple et le minimalisme d'une vie au grand air. Le lendemain, c'est le cœur léger que je reprends le chemin. Le chant des grillons et le murmure du vent me poussent à la rêverie. Je me plais à imaginer que les pèlerins, qui nous ont précédés pendant plus de 1000 ans, ont traversé ces mêmes paysages qui paraissent immuables sous le doux soleil de juin. Jadis, le chemin n'était pas sans danger. Brigands de tout poil, froid, brouillard soudain, rendaient le périple hasardeux. Vers 1120, le noble Adalard de Flandre, confronté à ces mêmes périls, décida de fonder un établissement d'accueil pour les pèlerins, la Dommerie d'Aubrac. Très rapidement, l'abbaye ouvrit des établissements secondaires sur les grandes voies de la région. D'autres établissements affiliés jalonnèrent rapidement le camin de Saint-Guilhem. Ainsi, le pèlerin bénéficiait-il d'un réseau solide, apte à lui fournir assistance matérielle et spirituelle tout au long de son périple. Juste après le bourg d'Aubrac, le plateau, ce lieu d'horreur et de vaste solitude, prend fin.
Le paysage s'ouvre et le pèlerin pouvait alors apercevoir la vallée du Lot, promesse de pain, de vin, de vie. À sa suite, je dévale une sente empierrée pour débouler dans Saint-Chély juste avant l'orage. Le jour suivant, à la suite de nombreux randonneurs, je franchis le pont des pèlerins. Puis, délaissant le chemin de Saint-Jacques, je m'engage dans une antique draille qui va me hisser à nouveau sur le plateau de l'Aubrac. Saint-Chély était juste un détour commode. Passé les Enfrux, j'emprunte une large piste qui fut jadis une voie romaine. Avec l'altitude, le vent se fait violent. Puis le chemin devient sentier, qui s'enfonce dans la forêt domaniale d'Aubrac. À sa sortie, je retrouve les Chaumes, océan de verdure moutonnant à l'infini, avec des bosquets comme écume et quelques burons comme porcs pour y faire relâche. Il me faut ensuite emprunter une route sur plusieurs kilomètres. Tranquille et vallonnée, elle me conduira à la Croix de Rhodes, déjà croisée lors de mon chemin de Urbain V. À la Croix de Rhodes, je quitte l'itinéraire principal pour prolonger la magie des Chaumes et retrouver la solitude. Le ciel devient menaçant, mais ce soir encore, j'échapperai à l'orage en me réfugiant chez Marie, à La Plagne. Marie est une jeune éleveuse de vaches qui partage son temps et son énergie entre son troupeau de 83 aubracs et l'accueil des randonneurs dans son gîte. Petit matin frais, l'orage de la veille a laissé un épais brouillard qui limite la vision mais habille de mystère le paysage. Après Trélan, le chemin remonte dans un bois, puis débouche sur une crête. Pendant un long moment, je vais louvoyer entre des champs, offrant toute une palette de verts, émaillés de touches de couleurs. En fin d'après-midi, le sol de volcanique devient gréseux. Devant moi se dressent les barrières des Causses, falaises imposantes dominant de denses forêts. Après cette journée solitaire en compagnie du vent et du chant des oiseaux, le chemin débouche au-dessus de l'autoroute qui file vers le sud. J'entre dans la Canourgue, baptisée la Petite Venise de l'Aveyron. Juste le temps d'installer le campement et une averse vient compromettre ma petite lessive. La Canourgue fut un important centre de poterie au début de notre ère. Puis ce fut l'essor du travail de la laine, du cuir et de la minoterie qui dura jusqu'au XIXe. Aujourd'hui, grâce à l'axe autoroutier, la Canourgue continue à prospérer.
Au programme de cette journée, une courte étape doit me mener sur le causse de Sauveterre. Après une route forestière, je m'engage dans un petit sentier bordé de murets en pierre sèche et de buis qui forment comme un tunnel de verdure. Et en milieu d'après-midi, perdu au milieu de nulle part, l'auberge du Gazi et son élevage de brebis m'accueillent pour la nuit. La traversée du causse de Sauveterre en direction de Saint-Émimie se fera sous le soleil, à travers un paysage alternant forêt de pins, champs cultivés et pâturages. Ces paysages résultent de 7 millénaires de pastoralisme. Pour preuve de sa très vieille occupation, des dolmens et autres menhirs se dressent sur le bord du chemin. En fin d'après-midi, me voici parvenu à l'extrémité sud du Causse. Au fond de la gorge du Tarn, qui louvoie entre le Causse de Sauveterre et celui de Méjean, se blottit Saint-Énimie. La légende nous conte que Énimie, sœur du roi Dagobert, fonda ici un monastère au XIIIe siècle, après avoir été guérie de la lèpre grâce à une source miraculeuse. Dominant le village, l'ermitage où la sainte a fini sa vie attire toujours les pèlerins en octobre. La tente installée au bord du Tarn, je retourne profiter de ce plus beau village de France, construit en amphithéâtre au pied de l'abbaye. Ces ruelles intemporelles m'offrent un voyage dans le temps et le rêve. Au matin, frais et dispos, je franchis le Tarn. Une belle ascension m'attend pour rejoindre le Causse Méjean. Petit à petit, Saint-Énimie disparaît au fond de la gorge. Sur le Causse, le paysage devient plus âpre. C'est une succession de bois de pin, de pâturages caillouteux, de maigres cultures. Glacial en hiver, torride en été, aride, inhospitalier, le Causse Méjean impose une vie rude et fragile. Je fais escale à Le Buffre, dans une famille d'éleveurs de brebis. Mon hôte me confiera son désespoir. L'hiver s'est éternisé jusque mi-juin. Aujourd'hui, pour la première fois de l'année, ces quelques 500 brebis vont pouvoir passer la nuit dehors dans une pâture à 5 km de la ferme, à la merci des loups. Ils n'utilisent pas de chiens de protection, trop dangereux vis-à-vis des randonneurs et inefficaces selon lui. Après une belle nuit, je reprends la traversée du Causse.
À la sortie du village, marquant le chemin, la croix du Buffre en est le plus vieux jalon. Un peu plus loin, je découvre des lavognes, dépressions naturelles tapissées d'argile par les bergers, afin de recueillir l'eau de pluie pour abreuver les troupeaux. Et jalonnant le chemin, quelques villages, de rares bergeries, semblent affirmer que la vie est quand même possible dans ces rudes contrées. Arrivé au bord du Causse, le sentier plonge dans la gorge creusée par la Jonte. Au fond m'attend Méruès, jolie ville touristique. La traditionnelle averse orageuse du soir sera le prétexte à visiter plusieurs tavernes. Et au hasard de ma flânerie, je découvre ce garage, resté dans son jus et transformé en musée. Citroën a préparé ici ses voitures pour la croisière jaune. Au matin, le ciel bleu revenu met un peu de gaieté sur les façades alignées. Délaissant les causses arides, le sentier d'aujourd'hui emprunte de magnifiques forêts, tantôt de feuillus, tantôt de pins. Il m'offrira, au cours de la journée, de magnifiques perspectives sur les monts environnants. En fin de journée, après un détour par l'abîme de Bramabio, c'est l'arrivée à Camprieux, village fantôme. Tous les établissements sont fermés et semblent à l'abandon. La propriétaire du camping me racontera la difficulté de vivre ici avec ses enfants, loin de tout, surtout pour leur éducation. Cette nouvelle journée sera placée sous le signe du bonheur. D'abord le lac éponyme qui recueille les eaux de la rivière Bonheur qui coule dans la vallée du Bonheur, passant pas loin de l'abbaye du Bonheur. Celle-ci fut fondée en 1002 pour offrir un refuge aux pèlerins. Mais arrivée au fond de la vallée, la sente qui permet de quitter ces hauts lieux de félicité grimpe abruptement en forêt. Elle finit par déboucher au col de Sererred où passe la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Puis je dégringole vers l'Espérou, station de sport d'hiver nichée au pied du mont Aigual, bien morte en cette saison. Début de matinée facile et agréable dans une belle forêt en direction du Vigan. Du terrain plat puis de belles descentes m'attendent avec plus de 1000 mètres de dénivelé négatif. Je dévale plusieurs drailles abruptes avant de retrouver des exploitations forestières où œuvrent d'énormes engins massacrant tout sur leur passage.
Le temps passant, la température monte proportionnellement à la descente du chemin. La végétation change. Les pins laissent la place aux feuillus qui s'effacent devant les châtaigniers, lesquels font place aux oliviers. Des restes d'empierrement attestent de l'ancienneté du sentier. Ola s'annonce avec ses ruelles moyenâgeuses, sa tour du 6e et son ancienne filature de soie. Après cette halte agréable et fraîche, il me faut encore 1 heure pour rejoindre le Vigan. Jadis, cette cité était une étape incontournable sur la route royale d'Aix à Montauban. Foires réputées, tissage de la laine et de la soie en ont fait la gloire et la richesse, lesquelles, aujourd'hui, semblent bien lointaines. Au matin, je quitte le Vigan. Je suis parti tôt, renonçant au petit déjeuner, car la première étape de la journée m'attend déjà. Il va falloir se hisser sur le Causse de Blandas à presque 1000 mètres d'altitude. Et c'est par un sentier taillé dans la falaise que débute l'épreuve. Il serpente entre des petites terrasses soutenues par des murs de pierre sèche construits jadis pour abriter des cultures de châtaigniers. Enfin, le Causse apparaît. Une maigre végétation de garrigues borde le chemin, tandis que le ciel se fait de plus en plus menaçant. L'orage éclate à 10 minutes de l'arrivée au Crom de Blandas, petit camping familial où je trouve refuge dans un mobil-home transformé en dortoir. En fin d'après-midi, après que le déluge se soit éloigné, je peux aller contempler le cirque de Navacelles, mon étape de demain. Le cirque lui-même est enserré dans les gorges de la Vis, un important canyon de 17 km de long et de plus de 300 mètres de profondeur. L'orage de la veille a lavé le ciel. Un soleil éclatant invite à la marche. L'étape d'aujourd'hui devrait être une des plus belles de la rando. Arrivé au bord de l'abîme, comme j'ai le temps, au lieu de descendre directement au village de Navacelles, j'emprunte le sentier qui mène au moulin de la Fuchs, à l'extrémité ouest du canyon. Implantés au Moyen-Âge, de semblables moulins, à l'écart de toute habitation et dans des lieux si difficiles d'accès, relèvent de l'exploit. Mais le caractère exceptionnel du site, avec la résurgence de la Vis qui ne tarit jamais, justifie la mobilisation des énergies humaines et l'investissement. 4 villages dépendaient du moulin de la Foux de la Vis sur ces causses dépourvues de cours d'eau. Il restera en activité jusqu'en 1907. Puis, tranquillement,
je suis le cours de la rivière sur 6 km jusqu'au magnifique village de Navacelles. Après une courte pause, je continue à suivre la gorge, sur un sentier parfois vertigineux, accroché au flanc de la falaise. En contrebas, un canal lui aussi accroché à la paroi achemine l'eau sur 12 km jusqu'à la centrale hydroélectrique de Madières. Il a fallu au début du XXe siècle 2000 ouvriers et 2 années de travaux acharnés à la masse et au burin pour réaliser cet ouvrage. Après 3 heures, il faut bien ressortir de cette gorge hors du temps et grimper sur le Causse, 300 mètres plus haut. Un sentier de chèvres se lance à l'assaut de la paroi. Chaleur et pierraille sont au rendez-vous. Arrivé sur le plateau, le chemin s'étire dans une savane aride. Enfin, c'est l'arrivée à Saint-Maurice de Navacelles, où se trouve l'étrange maison du peintre et sculpteur Paul Dardet. Je fais halte chez Sabrina. Dans sa bibliothèque, je trouve cette définition de la draille, écrite par un écrivain local, Joe Durand. Mi-chemin, mi-sentier, voie millénaire que le désir d'ailleurs anime et redessine au rythme des saisons, la draille. Je pourrais finir le chemin aujourd'hui à condition de faire une étape de 30 km. Mais je préfère prendre mon temps. Après tout, c'est le chemin qui est le but, pas l'arrivée. À Saint-Guilhem, l'aventure prendra fin. Alors pourquoi ne pas la prolonger et faire un arrêt en fin de matinée à la Vacquerie ? Et même si cette étape se déroule principalement sur le goudron, je ne boude pas mon plaisir. Comme l'a écrit Montaigne, je ne vais qu'où je suis. La Vacquerie, encore un village fantôme. Je réalise alors que je n'ai pas prévu de provisions. Une épicerie coopérative ouvrira à 17h, mais je n'ai plus de liquide. Heureusement, au camping nature de la municipalité, un camion kebab fait halte tous les lundis et accepte la carte bleue. Je vais pouvoir consacrer l'après-midi à la lessive et à la lecture. Petite pause, bienvenue. Mardi, dernier jour. J'avance rapidement et sans effort. Les muscles répondent et la mécanique bien rodée maintenant est agréable à piloter. Une douce plénitude m'envahit, une joie simple de sentir mes pas se dérouler naturellement sans effort, une jouissance de sentir le corps en harmonie avec la nature. Je ressens un vif plaisir à allonger le pas. Une douce ivresse m'envahit. La marche m'ancre dans le présent. Je ressens chaque pierre du chemin, la caresse du vent et du soleil. Ascension du mont Saint-Baudille à 848 mètres. La vue porte loin, presque jusqu'à la Méditerranée.
mais la descente s'avère périlleuse sur un sentier rocheux escarpé et avec un vent violent. Après des passages sur des routes et des traversées de forêt, le sentier débouche sur le cirque de l'Infernet. Saint-Guilhem est là, en contrebas, invisible, caché, niché au creux du Val de Gélone. Je m'engage sur le chemin des Fenestrettes, taillé dans la paroi, aux lacets accrochés au-dessus du vide. Puis passe sous les falaises de la Bissonne. Enfin, je continue le chemin qui devient une route et soudain, sans prévenir, je me retrouve dans l'agitation touristique de Saint-Guilhem-le-Désert. Je vais passer la fin de journée à flâner dans les ruelles, visiter l'abbaye, le cloître, avant de passer la nuit chez une charmante dame. Mercredi, 8h du matin. Je profite du calme avant l'affluence et redécouvre les lieux apaisés. Je retourne à l'abbaye, déserte à cette heure matinale. Je goûte au silence. Les murs sont massifs et nus. La pierre semble tendue vers le ciel comme en vibration. Je me sens bien, en sécurité, apaisé dans la pénombre du sanctuaire. Pour Vincenot, la cathédrale romane, c'est le dolmen poussé à sa perfection, c'est l'union des forces telluriques et cosmiques dans le but de transformer l'homme en quelque chose de bon. Sensation étrange. Je suis parti en randonnée et j'arriverai en pèlerin. L'effort du chemin fait apprécier davantage l'arrivée et transcende le but. Me voici, comme des milliers de fidèles qui, avant moi et durant des siècles, se sont recueillis devant les ossements de Saint-Guilhem. Étrange parcours que celui de ce guerrier pourfendeur d'infidèles qui stabilisa les frontières de l'empire de Charlemagne. Vers la fin de sa vie, hanté par les champs de bataille et les cris d'agonie de ses victimes, il se confia à son ami Benoît, fondateur de l'abbaye d'Aniane. L'abbé lui conseilla la construction d'un modeste prieuré et d'un ermitage pour y finir pieusement ses jours. À sa mort en 812, la réputation de sainteté de Guilhem grandit rapidement, engendrant de généreuses donations. En 1050, la communauté ecclésiastique pourra lancer la construction d'une vaste basilique avec son cloître somptueux, ainsi qu'un monastère pour abriter une centaine de moines. Ainsi débuta le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert.